Bonsoir à tous mes amis. Installez-vous et mettez-vous à l'aise. Une nouvelle histoire est sur le point de commencer, et c'est une histoire que vous devez écouter dans le calme et avec attention. Mon mari a découvert que j'étais enceinte, il m'a regardée avec des yeux froids et a dit « Ce n'est pas mon enfant ». Et puis, il m'a mise à la porte. J'ai dormi dans ma voiture, sans avoir la moindre idée d'où aller. Mais peu de temps après, un notaire nommé Maître Jean-Pierre m'a appelé. « Votre premier mari, avec qui vous étiez marié il y a 10 ans, est décédé, a-t-il dit, et il vous a légué toute sa fortune, 60 millions d'euros. Mais il y a une condition. Bonjour à tous, chers auditeurs, c'est votre hôte. Je suis ravie que vous soyez là pour écouter cette histoire avec moi aujourd'hui. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo et laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous m'écoutez. Cela m'aide à voir jusqu'où mes histoires voyagent. On dit souvent que l'on peut ressentir la mort d'un mariage bien avant qu'elle ne survienne. On dit qu'on le sent dans ses os, dans le silence qui s'étire un peu trop longtemps, pendant le dîner, dans la façon dont votre mari cesse de chercher votre main dans la voiture. C'est peut-être vrai, mais quand on aime quelqu'un, on apprend à justifier ces silences par n'importe quoi. L'épuisement, le stress, un trimestre difficile au travail. J'ai utilisé toutes ces excuses, et cela m'a presque tout coûté. Puis, d'une manière improbable, cela m'a rendu bien plus que ce que j'aurais pu espérer. Je m'appelle Camille Perrin. Pendant 6 ans, j'ai été mariée à Mathieu Perrin. Nous vivions dans une maison de 6 pièces dans une banlieue calme et aisée de Neuilly-sur-Seine, le genre de quartier où les gens se saluent depuis leurs allées, et où l'association syndicale de lotissement, l'ASL, envoie des lettres polies mais venimeuses si votre pelouse dépasse d'1 centimètre la hauteur réglementaire. Je travaillais comme architecte pour un cabinet de taille moyenne, dans le centre de Paris. Mathieu travaillait dans l'immobilier commercial. Sur le papier, nous réussissions bien, plus que bien, même. Nous étions ce couple que nos amis désignaient lors des dîners en disant « Regardez tout ce qu'ils ont construit ». Mais le papier peut mentir. Avec le recul, le premier véritable signal d'alarme est apparu environ 14 mois avant que tout ne s'effondre. Mathieu a commencé à prendre des appels téléphoniques dans le garage. Je l'ai remarqué un soir, en rentrant tard d'un chantier. Sa voiture était dans l'allée. Les lumières de la cuisine étaient allumées. Mais la maison était totalement silencieuse. Je l'ai trouvé là-bas, entre les étagères à outils, son vieux sac de golf. Son téléphone était pressé contre son oreille. Sa voix était descendue à un murmure. Quand il m'a vu, il a levé un doigt comme pour dire « Attends une seconde ». Il a terminé l'appel, est rentré à l'intérieur, m'a embrassé sur la joue et a dit que c'était juste un problème avec un client. Je l'ai cru. Puis est venue la question de l'argent. Mathieu avait toujours géré notre compte joint. J'avais accepté cela au début de notre mariage parce que son emploi du temps était plus flexible. Mais vers cette même période, j'ai commencé à remarquer de petits retraits d'argent liquide. 150 € par-ci, 250 € par-là, toujours en semaine. Alors que j'étais au travail, un soir, pendant le dîner, je l'ai interrogé à ce sujet. Il a affiché son sourire facile et calme et a dit qu'il avait emmené des clients déjeuner, payé des voituriers, de petites dépenses. Rien que de très habituel. Tu sais, j'oublie toujours de garder les reçus, a-t-il dit. J'ai hoché la tête et j'ai laissé tomber. Les appels téléphoniques ont continué. Les retraits d'argent ont continué. Et puis Mathieu a commencé à faire autre chose. Il s'est mis à me poser des questions sur mon passé, plus précisément sur Lucas. Lucas Clément était mon premier mari. Nous nous étions mariés jeunes. J'avais 24 ans. Il en avait 31. 4 ans plus tard, nous avons divorcé. Ce n'était pas parraine, et il n'y a pas eu de scandale explosif. C'était juste une prise de conscience mutuelle et silencieuse que nous étions devenus des personnes totalement différentes. Nous n'avions pas d'enfants, pas de finale dramatique. Il a déménagé à Sophia Antipolis, a fondé une entreprise de logiciels, et nous avons complètement perdu le contact. Je n'avais pas parlé à Lucas depuis plus de 10 ans. Alors, quand Mathieu a soudainement commencé à l'évoquer, j'ai supposé que ce n'était que de la simple curiosité. Qu'est-il devenu, ce premier mari, le pro de la tech, a-t-il demandé un jour. Mais il n'a pas posé la question qu'une seule fois. Il l'a posée 3 fois, en 2 mois. Chaque fois, l'angle était différent. Une plaisanterie, un commentaire en passant, une question cachée dans une autre question. Je pensais que c'était de la jalousie. Je pensais que c'était de l'insécurité. J'ai classé cela dans un dossier mental intitulé « Choses à discuter un jour en thérapie de couple » et je suis passée à autre chose. J'étais enceinte de 8 semaines quand tout a basculé. J'avais fait 2 tests à domicile et j'avais eu la confirmation de mon médecin. J'étais à la fois terrifiée et folle de joie. Nous n'essayions pas activement d'avoir un bébé, mais nous ne l'empêchions pas non plus. Naïvement, je croyais que Mathieu et moi voulions une famille au même point. Un mardi soir, je suis rentrée avec un petit sac cadeau. À l'intérieur se trouvait un body pour bébé sur lequel on pouvait lire « Future Architect » et glissé sous le papier de soie, il y avait une image d'échographie. Je me souviens de chaque seconde de ce qui a suivi. Mathieu a ouvert le sac. Il a regardé le body, a regardé l'échographie et a posé les deux sur l'îlot central de la cuisine, avec les mouvements lents et délibérés d'un homme qui avait déjà pris sa décision. Puis il a levé les yeux vers moi. Je n'ai pas reconnu son regard. Ses yeux étaient plats, froids, calculateurs, et il a prononcé ces mots que je n'oublierai jamais de toute ma vie. « Ce n'est pas mon enfant. » J'ai ri.
J'ai vraiment ri parce que, pendant une fraction de seconde, j'ai cru que c'était une blague de mauvais goût. Mon cerveau avait besoin que ce soit une blague, mais son visage n'a pas changé. Il l'a répété. Puis il a dit qu'il savait que je l'avais trompé. Il a dit qu'il s'en doutait depuis des mois. Il a dit qu'il voulait que je quitte la maison le soir même. Quand j'ai essayé de parler, quand j'ai essayé de m'approcher et de le toucher, il a reculé comme si j'étais une chose immonde, avec laquelle il ne voulait pas se contaminer. À 21h, j'étais assise dans ma voiture sur le parking d'un Monoprix, à environ 3 km de ma maison. Le sac cadeau avec le body était toujours sur le siège passager. Je n'avais nulle part où aller. Je ne pouvais pas comprendre ce qui venait d'arriver à ma vie. Je suis restée assise là, dans le noir, pendant un long moment, en me posant sans cesse la même question. Quel genre d'homme, marié et heureux depuis 6 ans, apprend que sa femme est enceinte et a pour réaction immédiate et absolue que le bébé n'est pas de lui? Je n'avais pas encore la réponse, mais quelque part au fond de moi, une petite partie froide et analytique de mon cerveau avait déjà commencé à la chercher. J'ai dormi dans ma voiture cette nuit-là. Pas comme on le montre dans les films, pas recroquevillé sur le siège arrière sous une couverture douillette, le visage baigné de larmes. Je suis restée assise bien droite sur le siège conducteur, le chauffage allumé, car nous étions en février et l'hiver parisien est brutal. Il peut sembler ensoleillé pendant la journée, mais la nuit, le froid s'insinue jusque dans vos os. Je n'ai pas pleuré pendant longtemps, je suis juste restée assise. Le magasin était encore ouvert. Les gens entraient et sortaient avec des sacs, chargeaient leurs courses dans leurs coffres, se chamaillaient gentiment avec leurs enfants pour savoir quelles céréales acheter. La vie normale était à 10 mètres de là, juste là, mais totalement hors de portée. Vers minuit, j'ai fait mon premier inventaire. J'avais environ 300 € sur mon compte personnel. La plupart de mes économies des 2 dernières années avaient été transférées sur notre compte joint parce que Mathieu disait que c'était plus facile pour payer le prêt immobilier. Mon ordinateur portable professionnel était à la maison. Mes fichiers de projet, mes outils de dessin, mes notes de clients, tout était à l'intérieur. Ma mutuelle était liée à la mutuelle d'entreprise de Mathieu, une décision prise il y a 2 ans, quand je travaillais en freelance pendant 8 mois. J'étais enceinte de 8 semaines, temporairement sans assurance, sans accès à mes économies, et enfermée dehors, loin d'une maison qui m'appartenait tout autant qu'à lui. Et puis, j'ai réalisé une chose de plus. Je possédais une information que Mathieu n'avait jamais eu l'intention de me laisser découvrir. La pensée est arrivée calmement, sans aucun éclat dramatique. Je l'ai retournée dans mon esprit avec précaution, comme on tient un objet fragile. Lucas Clément, mon premier mari. Mathieu avait posé des questions sur lui 3 fois en 2 mois. Pourquoi? Mathieu n'était pas un homme sentimental. Il n'était pas jaloux sans raison. C'était un homme qui étudiait les actifs et suivait les valeurs. 20 ans dans l'immobilier commercial lui avaient appris à voir une opportunité bien avant que quiconque ne la remarque. S'il posait des questions sur Lucas, ce n'était pas par insécurité. Cela signifiait qu'il avait appris quelque chose sur Lucas que j'ignorais. Et la seule chose qui vaille la peine d'être apprise sur un ex-mari après 10 ans, c'est l'argent. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis une décennie. J'ai cherché le nom de Lucas Clément. Son entreprise, la firme de logiciels Asofia Antipolis, avait été rachetée par un grand conglomérat technologique il y a 3 ans. Les conditions financières exactes du rachat n'avaient pas été rendues publiques, mais je connaissais la société mère. Il ne faisait pas de petits achats. J'ai trouvé quelques profils professionnels et une vieille page LinkedIn qui n'avait pas été mise à jour depuis l'acquisition. À part ça, rien. Après la vente, Lucas semblait s'être volatilisé. Calmement, avec détermination, j'ai fixé l'écran de mon téléphone dans le parking sombre. Qu'est-ce que Mathieu savait? Qu'est-ce que j'ignorais? Et depuis combien de temps le savait-il? J'ai à peine dormi. Vers 5 heures du matin, j'ai roulé jusqu'à la brasserie du boulevard Saint-Germain, qui reste ouverte toute la nuit. J'ai commandé un café noir et des œufs, auxquels j'ai à peine touché. Assise dans un box près de la fenêtre, je me suis mise à réfléchir. Quand l'heure de pointe a commencé, j'avais quelque chose qui n'était pas encore tout à fait un plan, mais qui en était l'ébauche. D'abord, je devais retourner à la maison pour récupérer mes documents. Ma carte vitale, mon passeport, mon ordinateur personnel et le disque dur externe contenant mon portfolio d'architecte. Tout cela m'appartenait. Mathieu n'avait aucun droit légal de m'empêcher de récupérer mes affaires, mais je le connaissais assez pour savoir qu'il essaierait. Deuxièmement, avant toute chose, j'avais besoin de conseils juridiques. Pas un avocat spécialisé en divorce, pas encore. J'avais besoin de quelqu'un capable de me dire exactement où j'en étais financièrement, quels étaient mes droits concernant le compte joint, et si Mathieu pouvait légalement changer les serrures d'une maison dont le titre de propriété était aussi à mon nom. Je me doutais qu'il ne le pouvait pas, mais je devais en être certaine. Troisièmement, il me fallait un médecin. J'étais enceinte de 8 semaines, temporairement sans mutuelle, et je n'avais aucune idée de mes options. Et quatrièmement, la pièce la plus fragile et la plus importante du puzzle, je devais découvrir ce que Mathieu savait de Lucas Clément. Parce que si Mathieu surveillait la situation financière de mon ex-mari avant que notre mariage n'explose, alors son accusation d'infidélité n'avait rien de spontané. C'était une stratégie.
Pourquoi un homme inventerait-il un prétexte pour jeter sa femme enceinte à la rue? La réponse était écœurante, mais elle clarifiait tout. Il voulait m'écarter du tableau avant qu'un événement ne se produise, un événement qui me donnerait accès à des biens qu'il convoitait pour lui-même. J'ai serré ma tasse de café entre mes deux mains et j'ai laissé cette prise de conscience faire son chemin. Je ne suis pas une femme idiote. J'ai bâti ma carrière en lisant des plans de structure, en comprenant les éléments porteurs et en sachant exactement où la pression mène à l'effondrement. Je savais aussi analyser cette situation. Mathieu voyait une manne financière arriver du côté de Lucas et il a essayé de m'éliminer de l'équation avant qu'elle n'arrive. Ma grossesse n'a fait qu'accélérer son calendrier. C'était ça. Mais il avait commis une erreur monumentale. Il avait agi trop vite et trop maladroitement. Un homme qui planifie soigneusement ses actes ne hurle pas des accusations par-dessus l'îlot de la cuisine. Il a paniqué, et la panique laisse des traces. J'ai laissé un pourboire sur la table, j'ai enfilé mon manteau, et je suis sortie dans le froid glacial du matin parisien. J'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. De la stabilité. Pas du bonheur, pas de la sécurité, mais de la stabilité. C'est la façon dont un bâtiment tient debout quand ses fondations sont correctement posées. Je savais maintenant sur quoi je m'appuyais. Je savais quels murs étaient porteurs et lesquels n'étaient que du plâtre. Je suis montée dans ma voiture, j'ai ouvert mes contacts, et j'ai trouvé le numéro de maître Caroline Montant, une avocate de renom spécialisée dans le droit de la famille, que j'avais croisée 2 fois lors d'événements de réseautage. J'avais son numéro parce qu'elle m'avait demandé un jour de jeter un œil au plan d'architecte pour la rénovation de son bureau. Il était à peine 7 heures du matin. Je lui ai envoyé un message quand même. « Caroline, c'est Camille Perrin. J'ai besoin d'une consultation le plus tôt possible. Affaire familiale urgente. Toutes mes excuses pour ce message matinal. » Sa réponse est arrivée 11 minutes plus tard. Je décale mon rendez-vous de 9 heures. Soyez là à 8h45. J'ai expiré lentement. Le plan n'était encore qu'une ébauche. Mais c'est par les fondations que tout commence. Le bureau de maître Caroline Montant se trouvait dans le centre, au 14e étage d'un immeuble devant lequel j'étais passée 100 fois. Son assistant m'a accueilli dans le hall à 8h40 et m'a conduite dans une petite salle de réunion qui sentait le café frais. Et je portais toujours mes vêtements de la veille. Je ne m'étais pas douchée. En venant, je m'étais arrêtée dans une pharmacie pour acheter une brosse à dents de voyage et un t-shirt propre. C'était le mieux que je pouvais faire. Caroline est entrée à 8h45 pile, a posé un bloc-notes sur la table et m'a regardée avec le regard fixe et assuré d'une personne qui a entendu des choses terribles dans cette pièce et qui a appris à les affronter toutes avec la même expression. « Dites-moi tout », a-t-elle dit, depuis le début. « Ne filtrez rien. » Je lui ai tout raconté. Elle prenait des notes sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, 22 minutes plus tard, elle a posé son stylo et a joint ses mains. « D'abord, réglons les problèmes immédiats », a-t-elle déclaré. « La maison est hypothéquée à vos 2 noms. C'est exact ? Oui. Alors, il ne peut pas légalement changer les serrures ou vous refuser l'entrée. S'il l'a déjà fait, c'est une affaire civile et nous pouvons le contraindre rapidement. Deuxièmement, le compte joint. Vous dites qu'il a détourné de l'argent liquide. Vérifiez le solde tout de suite. » Elle a fait glisser son téléphone sur la table vers moi. Je me suis connectée à mon application bancaire. Il restait 35 € sur le compte joint. 2 jours plus tôt, il y avait plus de 25 000 €. J'ai posé le téléphone. Ma main ne tremblait pas du tout, ce qui m'a surprise. « Il l'a vidé hier soir », ai-je dit. Le visage de Caroline n'a pas bougé, mais elle a repris son stylo. « L'heure des virements ?» J'ai vérifié. 3 virements, tous effectués entre 21h47 et 22h12. Environ 1 heure après qu'il m'a mise à la porte. Transféré vers un compte auquel je n'ai pas accès. « C'est une dissipation des biens matrimoniaux », a dit Caroline en le notant. « Et nous avons des motifs suffisants pour demander immédiatement une ordonnance de référé afin de geler ces comptes. Depuis combien de temps êtes-vous mariés ? 6 ans. Vous avez toujours vécu ici ? Oui. Alors vous êtes sous le régime de la communauté, il ne peut pas simplement prendre l'argent et le cacher. Maintenant, parlez-moi de votre premier mari. » Je lui ai parlé de Lucas, le peu que je savais et le peu que j'avais découvert hier soir. Elle écoutait attentivement. Vous pensez que votre mari actuel a découvert des informations sur la succession ou la situation financière de votre ex-mari et qu'il a tenté de vous écarter avant qu'un déclencheur juridique, comme un héritage ou le versement d'un fonds fiduciaire, ne vous y donne accès, dit-elle d'une voix sans aucune inflexion. Je pense que c'est possible. Plus que possible, c'est un mobile cohérent. Si c'est vrai, cela change complètement la donne de votre divorce. Elle s'est adossée à sa chaise. Quand vous partirez d'ici, je veux que vous commenciez à appeler des notaires à Sophia Antipolis. Vous devez découvrir si Lucas Clément a laissé un testament, un fonds ou tout autre document vous désignant comme bénéficiaire. Vous ne pourrez pas accéder au dossier facilement par vous-même, mais un notaire peut lancer la procédure. J'ai acquiescé. Mon stylo bougeait tout seul. Et Camille, documentez tout. Chaque message, chaque appel, chaque relevé bancaire auquel vous pouvez accéder. Faites des captures d'écran et envoyez-les-vous par email, mais pas à une adresse à laquelle Mathieu a accès. Avez-vous une ancienne adresse personnelle qu'il ne connaît pas ? Une ancienne, d'avant notre rencontre. Je ne lui ai jamais donné le mot de passe. N'utilisez que celle-là,
a dit Caroline. À partir de maintenant. Je suis sortie du bureau de Caroline à 10 heures, avec un dossier de documents, un plan d'action et quelque chose que je n'avais plus depuis 12 heures. Un cap. Le matin parisien était vif et lumineux, avec cette lumière d'hiver si claire, où tout semble un peu plus gérable que ça ne l'est en réalité. Je me suis assise dans ma voiture, dans un parking couvert, et j'ai parcouru la liste méthodiquement. J'ai transféré les captures d'écran bancaire sur mon ancienne adresse mail, pris des photos des relevés de virement et rédigé un message à la banque pour signaler les transferts non autorisés, en demandant que les comptes soient surveillés en raison d'un litige juridique en cours. Caroline m'avait donné la formulation exacte. Ensuite, j'ai contacté la famille de Lucas. Je ne leur avais pas parlé depuis 10 ans, mais je me souvenais de sa sœur, Nathalie. Pendant notre mariage, elle avait toujours été gentille avec moi. Je l'ai trouvée sur Facebook, même nom, même visage, juste 10 ans de plus. Je lui ai envoyé un message privé. J'ai simplement écrit que c'était Camille, l'ex-femme de Lucas, et que j'avais des raisons de penser que je devais parler à quelqu'un concernant sa succession. Je me suis excusée de la contacter si brusquement et j'ai dit que j'espérais qu'elle allait bien. Elle m'a rappelé 40 minutes plus tard. Sa voix était d'une douceur incroyable. Camille, Lucas est décédé en septembre. Une rupture d'anévrisme. Une rupture d'anévrisme. Il avait 47 ans. Elle a gardé le silence un instant. Ses avocats ont essayé de te retrouver. Comment as-tu pu ne pas être au courant? Je lui ai dit que je ne savais pas. J'ai expliqué que ma situation personnelle était devenue compliquée ces derniers temps. Elle s'est tue de nouveau. Il ne s'est jamais remarié, a-t-elle fini par dire. Vers la fin, et parlait de toi parfois. Il disait que tu étais la seule personne dans sa vie qui n'avait jamais rien attendu de lui. Une autre pause. Le nom de son notaire est Maître Jean-Pierre. Il est à Sophia Antipolis. Camille, tu dois l'appeler aujourd'hui. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le parking pendant un long moment. Lucas était parti. Il était mort depuis 5 mois, et ses avocats m'avaient cherché pendant tout ce temps. À cet instant, toute la géométrie de la situation est devenue claire. Les retraits d'argent, les questions sur Lucas, les accusations du mardi soir, les 25 000 € vidés de notre compte joint, moins d'1 heure après mon départ. Mathieu ne se doutait de rien. En réalité, Mathieu savait, il l'avait su avant moi. D'une manière ou d'une autre, il avait appris la mort de Lucas des mois plus tôt, que ce soit par une connaissance commune, par les informations ou en fouinant. Il avait passé ces mois à faire ses calculs. Et quand je suis rentrée à la maison avec l'annonce d'une grossesse qui allait compliquer infiniment le divorce, il est passé à l'action. C'était le point de non-retour. Pas au moment où il a dit « ce n'est pas mon enfant ». Pas quand j'étais assise sur le parking du Monoprix. Mais ici, dans un garage en béton du centre de Paris, quand j'ai réalisé que mon mari avait consciemment choisi de détruire ma vie, en se basant sur des informations dont j'ignorais même l'existence, j'ai appelé le cabinet de Maître Jean-Pierre à Sophia Antipolis. Son assistant m'a demandé de patienter 4 minutes. Quand Maître Jean-Pierre a décroché, sa voix était prudente, professionnelle, mais visiblement soulagée. « Madame Perrin, a-t-il dit, je suis très heureux que vous appeliez. Il y a une question d'une importance significative concernant la fiducie successorale de Lucas Clément. Vous êtes désignée comme la bénéficiaire principale. Quelle importance? Ai-je demandé. 60 millions d'euros, a-t-il répondu. Mais il y a une condition, 60 millions d'euros. Je suis restée là, alors que ces mots résonnaient contre les murs de béton du niveau 3. C'était comme si l'univers m'avait tendu quelque chose de si massif, de si concret, que je devais m'ancrer au sol rien que pour le regarder, pendant que toute ma perception de la réalité se transformait. Maître Jean-Pierre m'a expliqué les conditions avec soin. Lucas avait structuré ses actifs par le biais d'un trust révocable de son vivant qui s'était transformé en trust testamentaire à son décès. La majeure partie de ses avoirs, l'argent du rachat de son entreprise, ses biens immobiliers, ses comptes d'investissement, tout avait été consolidé. La condition pour que je reçoive l'héritage était plus une mesure de sécurité qu'un obstacle. Je devais me présenter en personne au cabinet de Sophia Antipolis dans les 60 jours suivant la notification officielle, signer les documents de vérification d'identité et passer une vérification d'antécédents. Maître Jean-Pierre m'a expliqué que Lucas était méthodique et extrêmement paranoïaque en matière de sécurité. Il avait inclus cette stipulation spécifiquement pour empêcher le genre d'escroquerie qui entoure toujours les successions massives. Il voulait s'assurer que c'était bien moi. Il avait mis à jour les documents 8 mois avant sa mort. Maître Jean-Pierre a précisé. Vous étiez sur la toute première version il y a des années, mais après les derniers versements de la vente de l'entreprise, la somme a augmenté de façon exponentielle. Est-ce que l'existence de ce trust était de notoriété publique? Ai-je demandé. Un court silence. Pas les termes exacts, non. Mais l'existence d'une telle entité peut parfois être déduite des documents commerciaux et des enregistrements de société. Une personne très motivée, disposant de ressources et d'une bonne compréhension des structures d'entreprise, pourrait théoriquement découvrir son existence indirectement. Il a fait une nouvelle pause. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous posez la question? Oui, ai-je répondu. Il y en a une. Je lui ai fait un bref résumé de la situation de Mathieu, de la chronologie, des comptes vidés, de la nuit où il m'a jeté dehors. Maître Jean-Pierre est resté silencieux jusqu'à ce que j'ai fini.
Madame Perrin, a-t-il fini par dire, je vous conseille vivement de demander à votre avocate de s'assurer que tout héritage que vous recevrez soit légalement classé comme un bien propre, non matrimonial, et placé sur un compte auquel votre mari ne pourra pas accéder légalement. Étant donné que vous êtes techniquement toujours marié, le cadre juridique est ici crucial. Je comprends, ai-je dit. J'ai déjà pris conseil. Bien, a-t-il répondu. Envolez-vous pour Sophia Antipolis dès que vous le pourrez. 4 jours plus tard, j'étais dans un avion. À Paris, Maître Caroline Montant avait accéléré la demande d'injonction temporaire sur les comptes joints. Un juge l'a accordée sous 48 heures. De plus, elle a envoyé une mise en demeure formelle à l'avocat de Mathieu, établissant mon droit légal d'accéder à notre domicile conjugal pour récupérer mes effets personnels. Quand je suis retournée à la maison, j'étais accompagnée d'un officier de police. Mathieu était là. Il se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine et me regardait faire mes cartons. Son visage affichait une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, pas du mépris, mais un vide calculateur. Le regard d'un homme en train de recalculer frénétiquement ses chances. Il n'a pas dit un mot. Sa mère, Margaret, était également présente. Elle était assise à la table de la cuisine, les mains croisées, les yeux fixés sur chaque objet que je transportais jusqu'à ma voiture. Margaret Perrin avait 71 ans, une petite femme au carré blond impeccable, avec le charme d'une grand-mère versaillaise qu'elle utilisait comme un appât. Elle ne m'avait jamais aimée. Je l'avais compris lors de notre tout premier Noël, même si elle ne l'avait jamais montré ouvertement. Elle l'exprimait par des micro-agressions. Sa façon de m'interroger sur ma carrière avec une surprise polie, un peu trop marquée. Sa façon de toujours confirmer la version de Mathieu. Je savais depuis longtemps quel était le moteur de ses décisions. Mathieu n'était pas stupide, mais il avait besoin d'une femme pour aiguiser son instinct. Margaret l'avait fait toute sa vie. Quand j'ai porté le dernier carton vers la porte, elle a enfin pris la parole. « Tu fais une terrible erreur, Camille », a-t-elle dit sur un ton aussi aimable que si elle me donnait une recette de tarte. J'ai réajusté le carton dans mes bras et je suis sortie sans dire un mot. J'ai signé les documents à Sophia Antipolis un jeudi. Le cabinet de maître Jean-Pierre occupait les 2 derniers étages d'un immeuble de verre surplombant la Méditerranée. Son assistant m'a proposé de l'eau gazeuse avec cette déférence hyper polie que l'on réserve aux gens qui accèdent à une fortune colossale. La procédure a duré 4 heures. Vérification d'identité, documents notariés, attestation confirmant mon statut matrimonial et mon divorce avec Lucas. Maître Jean-Pierre m'a détaillé chaque page. Les fonds devaient être versés par étapes. Le premier versement, d'environ 7 millions d'euros, serait effectif sous 30 jours. Le reste suivrait sur 18 mois, au fur et à mesure que les actifs seraient liquidés. Je suis rentrée à Paris le vendredi soir. Le samedi matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Une voix d'homme, suave et un peu trop décontractée, a parlé. « Camille, je suis un ami de Mathieu. Je vous appelle juste pour vous prévenir amicalement. Les gens qui s'amusent au genre de numéro que vous faites se heurtent parfois à des complications professionnelles. Vous êtes architecte. Vous avez un diplôme d'État, une réputation. Les réputations peuvent être remises en cause. » Un silence. Vous devriez réfléchir très attentivement avant de continuer sur cette voie. J'étais dans la cuisine de l'appartement de mon amie Megan, où je logeais temporairement. Megan m'avait proposé sa chambre d'amis sans hésiter. J'ai gardé le téléphone contre mon oreille et j'ai pensé à quel point j'aurais probablement dû être terrifiée. « Je suis en train d'enregistrer cet appel », ai-je dit. « Donnez-moi votre nom. » La ligne a coupé. J'ai appelé Maître Montant, puis Maître Jean-Pierre. Ils ont tous deux confirmé la même chose. Une menace contre ma réputation faite par téléphone par un tiers anonyme pour le compte d'une partie adverse créait de graves responsabilités juridiques pour Mathieu. L'appel a été enregistré par mon opérateur. Dès le lundi après-midi, Maître Montant avait déposé une demande d'ordonnance de protection concernant le harcèlement et l'intimidation. Le mardi, l'avocat de Mathieu, Maître Walsh, a appelé Caroline pour suggérer une approche plus constructive. Après l'appel, Caroline m'a téléphoné. Je pouvais entendre une satisfaction contenue dans sa voix. « Il s'attendait à ce que vous ne soyez pas défendu », a-t-elle dit. « Il pensait que vous seriez désemparé. Je sais, ils vont essayer autre chose. Reposez-vous pendant quelques jours, Camille. Mangez, dormez. Vous allez avoir besoin de toutes vos forces pour ce qui va suivre. » Et c'est ce que j'ai fait. Pendant 3 jours, je n'ai presque rien fait. Je me suis promenée au parc Monceau le matin, j'ai acheté un bouillon de poulet dans un petit café près de chez Megan et j'ai lu un roman que je voulais commencer depuis 2 ans. J'ai laissé mon corps faire le travail silencieux de faire grandir l'enfant en moi. Mon premier rendez-vous avec un nouveau gynécologue, en utilisant la mutuelle d'entreprise que Maître Montant avait forcé Mathieu à payer, a eu lieu mercredi. Le cœur battait fort. Tout était normal. Après le rendez-vous, je me suis assise dans ma voiture sur le parking de la clinique et, pour la première fois en 2 semaines, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Cela n'a pas duré longtemps, mais sur le moment, c'était réel. Le coup suivant est arrivé jeudi, 10 jours après la plainte pour harcèlement. Maître Walsh a envoyé une lettre officielle proposant une médiation. Jointe à elle, et j'ai immédiatement compris que ce n'était pas un accident, se trouvait une offre de règlement financier. Mathieu acceptait de ne pas contester le divorce,
de renoncer à toute réclamation concernant les comptes joints et, comme la lettre le formulait magnanimement, de renoncer à tout droit sur l'héritage de Sophia Antipolis en tant que bien matrimonial. En échange, je devais retirer ma plainte pour harcèlement, accepter un pourcentage dérisoire de nos biens communs et signer un accord de confidentialité béton, m'interdisant de parler des circonstances de notre divorce, à qui que ce soit. J'ai lu la lettre 2 fois, puis j'ai appelé maître Caroline Montant. Il essaye d'acheter votre silence, a-t-elle dit immédiatement. C'est cet accord qui le trahit. Le partage de la maison ne l'intéresse pas vraiment. Ce qui lui importe, c'est ce que vous savez et ce que vous pourriez dire. S'il est inscrit au dossier public du tribunal qu'il surveillait la succession de votre ex-mari, avant de vous mettre à la porte, il est fini, professionnellement et socialement. Il travaille dans l'immobilier commercial. La réputation est primordiale, elle a marqué une pause. De plus, le calcul est désastreux. Compte tenu de la durée du mariage et du fait qu'il a dilapidé le compte joint, votre part équitable des biens est objectivement bien plus élevée que ce qu'il propose. Alors, on refuse, j'ai dit. On refuse, a-t-elle confirmé. Et on ne fait aucune contre-proposition. Cela lui montre que vous ne cherchez pas de compromis. Vous exigez un inventaire complet. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Je ne vais pas prétendre que cette offre ne m'a pas perturbée un instant. Il y a une version de soi-même, épuisée, enceinte, vivant dans la chambre d'amis d'une amie, terrifiée par l'inconnu, qui regarde un morceau de papier et se dit « Et si c'était suffisant ? Et si je signais simplement pour disparaître quelque part et recommencer à zéro ?» En silence. Un après-midi, je suis restée assise avec cette version de moi-même, pendant environ 40 minutes sur le canapé de Megan, regardant la pluie parisienne fouetter la fenêtre. Puis, je l'ai mise de côté, car cette offre n'était pas faite pour me protéger, c'était pour protéger Mathieu. Et comme je m'en doutais, c'était encore plus pour protéger sa mère, car quelqu'un avait passé des mois à faire des recherches sur la succession de Lucas Clément. Et Mathieu, malgré toute son intelligence calculatrice, n'était pas homme à faire le sale boulot lui-même. Il gérait des propriétés, il négociait des baux. Mais cette traque patiente et méticuleuse de l'ex-mari décédé de sa femme, menée assez discrètement pendant plusieurs mois, pour que je ne remarque rien, exigeait quelqu'un en qui Mathieu avait une confiance absolue. Quelqu'un ayant du temps à revendre, un mobile et aucun risque de se faire prendre. Sa mère était assise à la table de la cuisine quand je suis venue chercher mes affaires. Sa mère, avec ses mains croisées et son regard inquisiteur. J'ai appelé Nathalie Clément. Je lui ai posé une question très précise. Est-ce que quelqu'un l'avait contactée, elle ou un membre de la famille de Lucas, dans les mois suivant son décès, pour poser des questions sur sa succession ou sur moi? Nathalie est restée silencieuse un moment. Une femme a appelé, a-t-elle fini par dire, environ 2 mois après la mort de Lucas. Elle a dit qu'elle était journaliste spécialisée dans la tech et qu'elle écrivait un article sur les acquisitions de start-up. Elle a demandé l'air de rien si Lucas avait laissé un legs philanthropique ou un trust testamentaire important. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Je lui ai dit que je n'en connaissais pas les détails. Elle a marqué une pause. L'appel venait d'un numéro avec un indicatif de Paris. C'était tout ce dont j'avais besoin. Megan était ma meilleure amie. Nous nous étions rencontrés à l'université lors d'un séminaire d'ingénierie structurelle. Nous avions sympathisé autour d'une haine commune pour le mauvais café et d'un amour pour le modernisme. Elle était pragmatique, hilarante, et possédait cette loyauté farouche qui se manifeste par des actes, pas par des discours. 12 heures après que je l'ai appelée en pleurs depuis le parking du Monoprix, elle m'avait tendu son double des clés sans poser la moindre question. C'est simple, elle avait dit. Reste aussi longtemps que tu en as besoin. Ce soir-là, en rentrant du travail, elle m'a trouvée assise à sa table, entourée de documents juridiques. Elle a préparé des pâtes, s'est versé un verre de vin, m'a servi un verre d'eau, s'est assise en face de moi et a dit « Dis-moi ce que tu as en tête ». Je lui ai tout raconté. L'héritage, la proposition d'accord, l'appel menaçant, et ce que Nathalie m'avait dit à propos de la journaliste. Megan écoutait comme elle le faisait toujours, attentivement, sans m'interrompre, en me regardant droit dans les yeux. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée à sa chaise. Donc, la mère était au courant pour l'argent avant que Mathieu ne te mette à la porte. Je pense que oui. Oui. Et le plan était de se débarrasser de toi, avant que la succession ne soit réglée, pour que tu ne puisses pas utiliser l'héritage, comme levier, pour obtenir un meilleur accord de divorce ou, pire, pour qu'il puisse essayer d'en réclamer une partie pendant que vous étiez encore mariés. Mais comme j'étais désignée bénéficiaire directe d'un trust, cela court-circuite de toute façon la procédure de succession. Ça n'aurait rien changé. Je sais, a dit Megan. Je pense qu'ils ont fait un mauvais calcul. Ils ont probablement supposé que Lucas avait laissé quelque chose de modeste ou que c'était bloqué au tribunal. Je ne pense pas qu'ils aient réalisé l'ampleur de la somme. Et quand ils ont fini par comprendre, ils ont paniqué. Je le pense aussi, j'ai dit. Et puis, je suis tombée enceinte. Ça a fait exploser leur calendrier et Mathieu a agi avant d'être prêt. Megan a pris une bouchée de pâte. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'aurais peut-être besoin d'un témoin, j'ai dit. Quelqu'un qui puisse témoigner de l'état exact dans lequel j'étais le soir où je suis arrivée ici. La chronologie est cruciale pour les avocats. C'est fait, a-t-elle dit sans hésiter. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table. Dehors, la pluie s'était calmée.
Paris la nuit brille parfois d'une étrange lueur ambrée qui semble presque bienveillante pour les gens épuisés. J'avais survécu ces 3 dernières semaines avec très peu, et je remarquais la gentillesse même dans la lueur des réverbères. Merci, j'ai dit. Elle a agité sa fourchette vers moi. Ne me remercie pas encore. Quelque part à Neuilly-sur-Seine, Mathieu et sa mère surveillaient la situation. Je savais qu'ils observaient, et je savais que leur prochain coup ne serait pas une simple lettre. J'avais raison, ils sont venus dimanche, pas ensemble. Margaret est venue la première, seule, et j'ai immédiatement reconnu une manœuvre tactique. Elle a appelé sur le portable de Meghan, un numéro que je ne lui avais jamais donné, ce qui signifiait que Mathieu l'avait déniché. Elle a appelé à 10h du matin et a demandé si elle pouvait passer, juste pour discuter. Elle a utilisé le mot « s'il vous plaît ». Je ne l'avais jamais entendu l'utiliser avec moi. J'y ai réfléchi pendant 30 secondes. Puis j'ai dit oui. Refuser de la voir ne m'apporterait rien, alors qu'une rencontre pourrait me donner des informations. Elle est arrivée à 11h avec une boîte remplie de cookies, faits maison. Le geste était si parfaitement calculé pour paraître inoffensif que j'en aurais presque respecté l'escroquerie. Elle s'est assise dans le salon de Meghan, a refusé un verre d'eau et a scanné l'appartement avec les yeux d'une femme répertoriant chaque défaut, tout en faisant semblant de ne rien remarquer. « Je tiens à m'excuser », a-t-elle dit, pour Mathieu et pour la façon dont tout cela s'est passé. Je me suis assise en face d'elle sans rien dire. Il a paniqué, a-t-elle continué. Il subit énormément de stress avec ses affaires. Et quand vous lui avez parlé du bébé, il a mal réagi. Il le sait maintenant. Il est anéanti. Elle a croisé les mains sur ses genoux. Camille, cela n'a pas besoin de devenir ce que c'est en train de devenir. Vous et Mathieu avez construit une vie ensemble pendant 6 ans. Et maintenant, il y a un enfant en jeu. Elle a laissé ses mots flotter dans l'air. Un enfant a besoin d'un père, d'une famille complète. Pensez à ce que vous faites subir à ce bébé en vous comportant ainsi. On y était, net, silencieux et visant directement la jugulaire. Et l'héritage est demandé. Une pause d'une demi-seconde. Si brève que je l'aurais manqué si je ne l'avais pas guetté. C'est une affaire personnelle et privée, a-t-elle répondu avec onctuosité. Cela n'a aucun rapport avec votre mariage. Margaret, j'ai dit. Qui a appelé la famille de Lucas Clément en se faisant passer pour une journaliste? Quelque chose a vacillé dans son regard. Rapide, contenu, disparu en 1 milliseconde. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Je pense que si. Elle a recalibré son attitude. Sa chaleur est revenue, réglée sur une nouvelle fréquence. Camille, je vous en supplie, en tant que grand-mère de l'enfant que vous portez, arrêtez-vous et regardez ce que vous détruisez. Mathieu est prêt à repartir de zéro. Il est prêt à suivre une thérapie de couple pour reconstruire la confiance. Tout ce qu'il demande, c'est que vous mettiez fin à ce différend juridique. Cela complique ses relations professionnelles. Il y a des enjeux de réputation. Il veut que je retire ma plainte pour harcèlement et que je signe un accord de confidentialité. Il veut retrouver sa femme, a-t-elle dit. Je l'ai fixé longuement. 71 ans, les cheveux parfaitement coiffés, assise à côté d'une boîte de cookies. Une femme qui avait passé sa vie à utiliser la chaleur humaine comme un outil, la patience comme une arme et la raison comme un déguisement pour mieux contrôler les autres. Margaret, j'ai dit, je suis au courant pour les virements. Je sais pour les recherches sur la succession de Lucas. Je sais pour l'appel à Nathalie Clément. Mon avocate sait pour l'appel à Nathalie Clément. Le juge a déjà accordé l'ordonnance de gel des comptes de Mathieu en raison de sa dilapidation des biens. Je me suis levée. Dites à Mathieu que la réponse est non. Et dites-lui que ça a toujours été non. Et encore une chose. Si quiconque contacte à nouveau mes témoins, mon avocate, mon employeur ou mon médecin, nous déposerons une demande d'ordonnance de protection permanente d'ici vendredi. La chaleur de Margaret s'est évaporée. Pas progressivement, non, elle s'est éteinte d'un coup, comme un écran de télévision qui devient noir. Le visage qu'elle cachait dessous était totalement différent. Rigide, sec et brutalement calculateur. Vous vous faites une ennemie très puissante, a-t-elle dit. J'en ai déjà une, ai-je répondu. Je préfère simplement la regarder dans les yeux. Elle s'est levée, a repris sa boîte de biscuits et s'est dirigée vers la porte. Avant de sortir dans le couloir, elle s'est retournée pour dire quelque chose que je n'attendais pas. Ce n'était pas une menace, mais une promesse plate et sans émotion. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez en face de vous. Elle est partie. Une fois la porte verrouillée, je suis restée dans le salon de Meghan et j'ai remarqué que mes mains tremblaient, pas seulement de peur, ou pas seulement à cause de la peur. C'était le contre-coup physique d'une maîtrise de soi extrême. C'est la façon dont le corps évacue ce que le visage n'est pas autorisé à montrer. J'étais terrifiée. Ce serait mentir que de dire le contraire. Margaret Perrin n'était pas une femme qui faisait des menaces en l'air, elle avait des ressources, des relations et 60 ans de manipulation raffinée. Elle avait élevé Mathieu, ce qui signifiait qu'elle avait passé des décennies à apprendre exactement où les gens étaient les plus vulnérables, pour ensuite appuyer là où ça fait mal. Mais j'ai réalisé autre chose. La peur ne me donnait pas envie de m'enfuir, elle me donnait envie de finir le travail. Je me suis souvenue de ce que mon père m'avait dit quand j'étais petite. C'était un ingénieur en structure, un homme pragmatique et précis. Camille, m'a-t-il dit un jour, les bâtiments ne s'effondrent que s'ils n'ont pas été conçus pour la charge qu'ils doivent réellement supporter. Il parlait d'acier et de béton, mais avec le temps, je l'ai compris différemment.
J'avais été conçue pour une charge bien plus lourde que ce que Mathieu et Margaret n'auraient jamais pu imaginer. J'ai appelé Caroline pour lui raconter la visite. J'avais enregistré toute la conversation sur mon téléphone. Selon la loi française, c'est un procédé juridiquement délicat pour un tribunal, mais c'était parfait pour servir de référence à mon avocate. Caroline a écouté l'audio et a dit très doucement « Magnifique ». J'ai appelé Maître Jean-Pierre pour le tenir au courant. Il a confirmé que le premier virement de 7 millions d'euros provenant de la fiducie avait quitté le compte d'attente et serait disponible sur mon compte privé, désigné d'ici la fin de la semaine. Ensuite, je me suis assise et j'ai tout noté dans un petit carnet que j'utilisais pour les dates, les conversations et les décisions. En haut de la page, j'ai écrit « Ils ont peur. La peur est utile ». Je l'ai souligné 2 fois. Les dépositions ont été fixées à un mardi de mars. 3 semaines auparavant, Caroline avait déposé des demandes de communication de pièces massives, des citations à comparaître pour les relevés financiers, les emails, les SMS et l'historique de navigation sur 24 mois. Gregory Walsh s'est opposé à presque toutes les demandes. Le juge a rejeté presque toutes ses objections. L'image qui a émergé des documents n'était pas surprenante, mais le niveau de détail était stupéfiant. Mathieu avait cherché le nom de Lucas Clément pour la première fois en avril de l'année précédente. La recherche avait été enregistrée sur son ordinateur professionnel, que Gregory Walsh avait désespérément tenté d'exclure de la procédure, sans succès. Mathieu avait consulté 3 sites. Un agrégateur d'entreprises technologiques détaillant le rachat de la société de logiciels, le profil LinkedIn de Lucas et le site du cabinet d'avocats de Sophia Antipolis, spécialisé dans le type exact de fiducie testamentaire que Lucas utilisait. Les relevés téléphoniques de Margaret Perrin, pour lesquels Caroline s'est battue bec et ongles pendant 2 semaines, ont révélé un appel de 17 minutes vers un numéro de Sophia Antipolis, enregistré au nom de Nathalie Clément en novembre, 4 mois après la mort de Lucas. C'était l'appel de la journaliste. Les mêmes relevés ont montré 11 appels téléphoniques entre Margaret et Mathieu dans les 72 heures précédents, le moment où il m'a mise à la porte. Il y avait aussi un email envoyé depuis le compte personnel de Mathieu vers l'adresse privée de Gregory Walsh. Mathieu y écrivait clairement qu'il devait finaliser la séparation avant que les avocats de Sophia Antipolis ne prennent contact avec C. L'email datait du jeudi. 5 jours avant le mardi où il m'a jeté dehors, il savait depuis des jours. Il avait tout planifié. La déposition a eu lieu dans la salle de conférence de Caroline, la même pièce où elle m'avait tendu son téléphone pour vérifier mon solde bancaire 4 mois plus tôt. Tout était différent maintenant. Mathieu s'est assis en face de moi pour la première fois depuis cette nuit dans la cuisine. Il portait un costume gris anthracite. Son visage était posé, un peu figé. Le visage d'un homme à qui l'on a soigneusement appris quelle expression adopter. Les 40 premières minutes ont été procédurales. Mathieu répondait sur le ton mesuré et monotone des phrases juridiques répétées. Je ne m'en souviens pas. Je n'en ai aucun souvenir. Puis Caroline a pivoté vers l'email. Elle l'avait agrandi pour qu'il remplisse une feuille entière et l'a fait glisser silencieusement sur la table, comme un joueur de poker abattant une quinte flush royale. Mathieu a regardé le papier. Sa posture a changé d'1 millimètre. Mais j'avais passé 6 ans à étudier la géométrie de son corps. Monsieur Perrin, reconnaissez-vous cet email? Il semble avoir été envoyé depuis mon compte. Est-ce vous qui l'avez écrit? C'est possible. L'email mentionne des avocats de Sophia Antipolis prenant contact avec C. Qui est C? Gregory Walsh s'est opposé. Caroline a reformulé la question. Mathieu a dit qu'il ne se souvenait pas. Monsieur Perrin, avant le 14 octobre, saviez-vous que votre femme figurait comme bénéficiaire principale dans la fiducie testamentaire de Lucas Clément? Le silence dans la pièce a duré 4 secondes. Je les ai comptés. J'ai des informations qui suggèrent, par oui ou par non, monsieur Perrin. Gregory Walsh a posé une main sur l'avant-bras de Mathieu. Je refuse de répondre, a dit Mathieu. Votre refus de répondre sera consigné au procès-verbal, a dit Caroline avec l'amabilité chanchante de quelqu'un qui vient de gagner la guerre. Mathieu a regardé son avocat. Une conversation silencieuse est passée entre eux, entièrement communiquée par le regard, et j'ai vu Mathieu réaliser en temps réel que la structure qu'il avait construite s'était effondrée. Elle n'a pas explosé de façon spectaculaire. Elle a juste sombré. De la même façon qu'un bâtiment s'affaisse quand la colonne porteuse centrale plie, lentement, puis d'un seul coup. Il m'a regardé. Je pensais que je ressentirais quelque chose de massif à ce moment-là. Une satisfaction profonde, une rage bouillonnante, un chagrin accablant. Mais je n'ai rien ressenti de tout cela. J'ai ressenti le calme limpide, presque léger, d'une personne se tenant à l'intérieur d'un bâtiment qu'elle a construit de ses propres mains, sachant exactement quel mur tiendrait bon. J'ai plongé mon regard dans le sien et je n'ai pas dit un mot. Il a détourné les yeux le premier. Dans l'ascenseur en descendant, Caroline a dit qu'il allait accepter un accord avant que cette affaire n'arrive devant un tribunal. Je sais, ai-je répondu. Les portes se sont ouvertes. Nous sommes sortis dans un après-midi ensoleillé de mars. Le ciel était d'un bleu éclatant, la lumière frappant la silhouette de Paris d'une manière qui donnait à la ville l'air d'avoir enfin survécu à l'hiver. Camille a demandé Caroline. « Comment allez-vous » J'y ai réfléchi honnêtement. J'avais mal au bas du dos. J'étais épuisée. Avoir une maison qui soit entièrement à moi me manquait. Et pourtant,
D'une manière étrange que je n'avais pas anticipée, je n'avais plus peur de rien. Ça va, ai-je dit, ça va vraiment. Mathieu a capitulé devant un accord 11 jours après la déposition. Honnêtement, il n'avait pas le choix. L'accord de règlement faisait 23 pages. Il renonçait irrévocablement à toute prétention sur l'héritage de Lucas, le classant légalement comme mon bien propre et séparé. Il a été contraint de rembourser les 25 000 € qu'il avait volés sur le compte joint, plus les intérêts. On m'a attribué 60% de nos biens matrimoniaux, y compris la valeur nette de la maison, nos portefeuilles d'investissement communs et une part de ses actifs commerciaux, sur la base de la décision préliminaire du juge concernant sa dilapidation de fonds et sa conduite de mauvaise foi. Il n'y avait pas d'accord de confidentialité. Je n'ai absolument rien signé qui m'obligeait à me taire. La paternité a été établie via un test ADN prénatal non invasif à 12 semaines. Mathieu était le père biologique. Les résultats du laboratoire étaient joints aux documents finaux du règlement. Noir sur blanc, cela prouvait qu'il avait menti depuis le tout début. J'espère qu'il a lu cette page très attentivement. Le premier virement massif du cabinet de Maître Jean-Pierre est arrivé sur mes nouveaux comptes un mercredi matin d'avril. J'étais dans la cuisine de Megan quand la notification bancaire est apparue sur mon téléphone. J'ai fixé la suite de 0 et je suis restée totalement immobile. Puis j'ai envoyé un SMS à Megan. C'est passé. Elle a répondu avec 3 points d'exclamation et un mot. Camille. J'ai appelé Nathalie Clément et je lui ai dit que c'était fini. Elle est restée silencieuse un long moment. Lucas serait si heureux, a-t-elle dit. Il le serait vraiment. Mathieu a signé le jugement de divorce final un jeudi. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Le mariage était mort. Alors que je reprenais la route vers le nord, en direction de Neuilly-sur-Seine, dans les embouteillages du soir, ma fille a bougé en moi pour la toute première fois. Un petit tressaillement net, comme un poing frappant à une porte. « Je suis là », disait-elle dans le langage silencieux des enfants à naître. « Je sais », ai-je pensé en retour. Moi aussi. Elle s'appelle Zoé. Elle est née un mardi de juillet, pesant 3,3 kg, avec les yeux sombres de son père. Et comme tout le monde me le dit, mon menton têtu. Au moment où je vous raconte cela, elle a 8 mois. Elle est assise dans un transat à ma gauche, étudiant ses propres pieds avec une attention extrême. Nous vivons dans une maison que j'ai achetée comptant à Neuilly-sur-Seine. La lumière ici est plus belle que dans l'ancienne maison, et il y a un jardin à l'arrière que j'apprends doucement à entretenir. Mon cabinet d'architecture compte désormais 7 gros clients institutionnels. Mon nom est sur la porte d'entrée. Cela signifie plus pour moi que je ne peux l'exprimer. Le cadeau de Lucas a irrévocablement changé le champ des possibles pour nous. Je ne prétendrai pas le contraire, mais j'ai fait de gros efforts pour ne pas laisser cela changer qui je suis. Je vérifie toujours mes propres calculs de structure. J'appelle toujours ma mère, le dimanche. Le cabinet de Mathieu a subi un coup dur l'année qui a suivi notre divorce. Pour me verser ma part de 60% de l'accord, il a dû liquider plusieurs actifs clés, et le marché de l'immobilier commercial est notoirement impitoyable pour les acteurs de second plan qui manquent soudainement de capital. Il exerce son droit de visite ordonné par le tribunal avec Zoé sans conflit majeur. Il est le père de Zoé. Peu importe ce qu'il a essayé de me faire, cela reste un fait biologique. Et j'essaye, pas toujours parfaitement, surtout les jours où la colère ressurgit, de séparer l'homme qui m'a trahi de celui qui tient ma fille dans ses bras. Je n'ai pas parlé à Margaret Perrin depuis le jour où elle est sortie de l'appartement de Megan avec ses biscuits. Je ne pense pas que cela changera un jour. Megan s'est mariée l'automne dernier. J'étais sa demoiselle d'honneur. Zoé s'est mise à pleurer dans son porte-bébé en plein milieu des vœux. Megan a promis qu'elle ressortirait ce dossier lors de la remise des diplômes de Zoé. Nathalie Clément est venue à Paris au printemps. Elle a apporté des photos de Lucas prises durant les années qui ont suivi notre divorce. Des photos d'un homme que je ne reconnaissais pas, debout dans une forêt près de Sophia Antipolis, portant une veste de randonnée ou assis sur un ponton avec un coupe-vent jaune, plissant les yeux face au soleil avec une paix profonde que je ne lui avais jamais connue quand nous étions jeunes. Je suis tellement heureuse qu'il ait eu ces années. Il disait toujours que tu étais la personne la plus intègre sur le plan structurel qu'il ait jamais rencontrée, m'a dit Nathalie. J'ai regardé la photo pendant un long moment. Je sais, ai-je répondu. J'ai essayé de l'être. Certains matins, je m'assieds sur ma terrasse avec une tasse de café et je repense à la séquence exacte d'événements qui m'a mené jusqu'à ce siège précisément. Un mardi soir de février, le parking d'un supermarché, la banquette d'une brasserie du boulevard Saint-Germain, une salle de réunion au 14e étage. Sur le moment, je n'avais pas l'impression de vivre une histoire avec une intrigue et une morale. J'avais l'impression d'être à l'intérieur d'un immeuble qui s'effondrait, cherchant désespérément un mur qui tiendrait bon. Les murs ont tenu. Quand Zoé sera assez grande, je lui raconterai tout. Pas comme une mise en garde, mais comme un plan de construction. Regarde, lui dirai-je, regarde ce qui survit au test de résistance. Si toute cette épreuve m'a appris quelque chose, c'est une chose incroyablement simple. Les gens qui essaient de vous briser misent toujours sur une hypothèse précise. Que vous ne connaissez pas votre propre valeur. Mathieu a tout misé sur ma peur. Margaret a tout misé sur mon isolement. Ils ont tous les deux eu tort. Sachez ce que vous valez. Documentez tout. Trouvez votre Mégane. Et ne renoncez jamais, au grand jamais, à votre droit de dire la vérité.
Qu'auriez-vous fait si vous vous étiez retrouvé seul dans cette voiture par une nuit glaciale de février? Écrivez-le dans les commentaires. Je veux vraiment savoir si cette histoire a résonné en vous. S'il vous plaît, partagez-la. Quelqu'un, quelque part, a peut-être vraiment besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si vous croyez aussi que la justice prend parfois des chemins détournés, mais finit par atteindre son but, dites-moi comment vous auriez géré la situation de Camille. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire de trahison familiale, de résilience et du droit fondamental de protéger sa propre vie. Merci infiniment de m'avoir écouté.